flamme des années 80. Le podcast qui allume la femme. Moi, c'est Sarah. Et moi, c'est Angélica. Alors bienvenue, on est toujours au mois de février et on parle encore de l'amour. Aujourd'hui, nous recevons Claire et Marion qui, elles, ont fait des choix par amour et elles vont nous expliquer quels ont été leurs choix. Donc bonjour Claire, est-ce que tu veux te présenter ? Bien sûr, bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc je m'appelle Claire, j'ai 43 ans, je suis responsable dans un département commercial. Et voilà, j'ai fait le choix de partager ma vie avec un homme qui avait déjà des enfants, 3, et qui ne souhaitait pas d'enfants, alors que moi j'étais dans une période où je voulais avoir des enfants, quitte à en avoir seul à Barcelone. Ok, belle présentation. Oui. Le décor est planté. Et donc, Marion, est-ce que tu veux te présenter ? Juste, j'ai pas précisé, mais Marion n'est pas avec nous dans la tente parce qu'elle habite pas du tout à Paris. Et donc, voilà, on est par téléphone avec elle. Ça va, Marion ? Oui, ça va, je te remercie. Bonsoir à tout le monde. Et du coup, voilà, donc moi, je m'appelle Marion, j'ai 36 ans, je vis en région lyonnaise. Et je suis là ce soir pour parler des choix que j'ai faits en effet dans ma vie amoureuse et à savoir relationner de manière polyamoureuse pour répondre à l'appel de mon cœur qui avait envie d'aimer au pluriel. Voilà, donc j'en dirai plus au fil de la discussion, mais voilà pour ma petite présentation. Et au niveau de mon travail, je suis thérapeute psychocorporelle et du coup j'accompagne sur le plan psychologique et émotionnel des personnes autour de leur vie affective et en particulier autour des questions de non-exclusivité. Donc c'est aujourd'hui aussi des questions que je traite chaque jour avec des personnes qui viennent me voir pour être accompagnées là-dessus. Et Marion, et donc tu es thérapeute, mais est-ce que c'est arrivé, ton polyamour est arrivé pendant que tu étais en train d'être thérapeute, ou est-ce que c'est arrivé après et tu as lié les deux ? Non, moi j'ai choisi de vivre dans un schéma polyamoureux vers l'âge de à peu près 23 ans. Et du coup à cette époque-là j'étais étudiante encore, au tout début de ma carrière professionnelle. Donc non, c'est bien plus tard que j'en ai fait une partie de mon travail, puisque ça fait 2 ans, un petit peu plus de 2 ans que je propose de l'accompagnement psycho-affectif. Donc c'est venu bien après. D'accord. Mon aventure polyamoureuse. Ben, c'est super. Et est-ce que tu peux nous raconter du coup comment c'est arrivé à 23 ans comment est-ce que tu as découvert que tu étais polyamoureuse ? Enfin, tu nous expliquer un peu ton cheminement de pensée ou d'événements ? Avant de parler de moi, je vais juste faire un petit peu de sémantique, de vocabulaire, parce que voilà, quand on parle de polyamour, en tout cas avec le mot en français, du coup, on a souvent un seul mot pour parler de 2 choses différentes. Et le polyamour, c'est à la fois, ça parle de la capacité d'aimer au pluriel, ou l'envie et le désir, en tout cas, d'aimer au pluriel. Mais ça veut pas forcément dire que dans la réalité, on a plusieurs amoureux, amoureuses. Donc, c'est pour ça que moi, je différencie les choses en parlant de relations polyamoureuses pour dire ce que je vis en ce moment. Plutôt, on parle souvent de polyamorie quand on veut parler de cette capacité à aimer ou ce désir d'aimer au pluriel. Donc, moi, concernant, la polyamorie, je dirais que, j'ai découvert ça, tout simplement en étant à l'écoute de mes ressentis, en fait, au contact de personnes qui pouvaient m'attirer alors même que j'étais déjà dans une relation amoureuse hétéro, monogame, exclusif, donc plutôt schéma classique, on va dire. Voilà, et je me suis rendu compte que j'avais, comme plein de gens en réalité, mais du désir, de l'attirance pour d'autres personnes, que ce soit une attirance physique, sexuelle, ou que ce soit une attirance aussi plus émotionnelle, un attrait particulier, voilà, pour une personne. Et je me suis rendu compte que cette curiosité, cet intérêt, qu'il soit sexuel ou émotif pour quelqu'un, n'enlevait en rien l'intérêt ou l'amour que j'avais pour mon compagnon de l'époque. Et donc voilà, et je me suis dit, mais en fait, pourquoi ça peut pas coexister, en fait, tout ça ? Il y avait aussi quelque chose en moi qui résonnait fort de l'appropriation un peu du corps aussi
du corps de l'amoureux ou de l'amoureuse dans une relation exclusive. C'est-à-dire que moi, je sentais que j'avais envie d'explorer en fait d'autres aventures sexuelles avec d'autres partenaires, et je comprenais pas bien finalement pourquoi en fait je devais prendre du plaisir sexuel qu'avec une personne. Enfin voilà, il y avait quelque chose qui commençait un peu à être dissonant à l'intérieur de moi, et voilà. Donc c'est là que j'ai commencé à me questionner et puis à en parler à mon amoureux de l'époque pour voir ce qu'il en pensait et si on pouvait pas essayer autre chose que ce qu'on nous vendait un peu de partout, à la télé, dans la famille, etc. Dans la société en général, en même temps. Dans la société en général, voilà. Et c'était pas un peu, impressionnant ou compliqué de formuler ça à son compagnon de l'époque? Si c'est toujours le même ou c'est plus le même, du coup, je suis toujours en relation avec lui, ouais. Donc ça fait un moment. Ça fait un moment, ouais, ça fait bientôt 17 ans, ouais. Écoute, en fait, moi non, ça n'a pas été tellement difficile, mais ça, je crois que c'est une affaire de personnalité. Moi, je suis quelqu'un de plutôt très franche et voilà, qui a une capacité un peu aussi d'oser, en fait, je pense, d'oser dire ce que je pense. Et j'étais aussi suffisamment en confiance dans cette relation pour me dire, allez, je lui en parle, quoi. Et voilà, quoi. Donc pour moi, ça n'a pas été très compliqué, mais ça peut l'être, hein. Clairement, dans plein de situations que j'entends chez d'autres personnes, ça peut être très compliqué, ça peut faire très peur, hein. On a peur de blesser, on a peur de tout casser, que ça fasse fuir l'autre quand on est déjà dans une relation. Donc oui, ça doit pas être évident à formuler, en tout cas. Et ça, est-ce que, par exemple, donc toi, Claire, par rapport à la difficulté de formuler quelque chose, quand ton compagnon a déjà 3 enfants et que toi, raconte-nous un peu ton parcours. À la base, tu voulais un enfant Oui, moi, je voulais un enfant parce que j'ai été aussi construite comme ça. Moi, je suis fille unique. J'ai une maman qui a eu des difficultés à avoir... qui s'est mariée jeune, qui s'est mariée très vieille pour son âge, pour son époque, à 35 ans. Et elle m'a un peu construite comme ça sur le fait que pour réussir sa vie de femme, il faut avoir un enfant. Mais ça, je l'ai réalisé bien après. Mais du coup, j'étais dans ce chemin-là de me dire, voilà, j'ai envie d'avoir un enfant presque coûte que coûte. Et oui, en effet, quand j'ai rencontré Antoine sur Tinder, d'ailleurs, on va fêter notre anniversaire bientôt. C'est le mois de février, c'est pour nous un mois clé. Félicitations. Et on merci. peut dire quand même que vous êtes mariés il y a... On s'est mariés il y a 1 mois et demi. Voilà. Ouais, il y a 1 mois et demi. Et ça fait bientôt 7 ans qu'on est ensemble. Et c'est vrai que oui, quand on a discuté ensemble sur Tinder, qui m'a dit qu'il avait 3 enfants, il avait à l'époque presque 40 ans, je me suis dit, oula. Et ça part mal quand même. T'as mis du temps à le trouver quand même. Ah, j'ai dans ma vie sentimentale, à aujourd'hui 43 ans, j'ai passé plus de temps célibataire qu'en couple. J'ai eu 2 histoires, on va dire, qui ont duré 2 ans. La dernière s'était finie à 30 ans. Je l'ai rencontré, j'avais 37. Et je croyais plus trop en l'homme, en l'amour. Voilà, j'avais un petit peu baissé les bras, et puis toutes mes rencontres, ça donnait rien, quoi. Donc oui, j'ai mis du temps à le rencontrer, mais c'est vrai que voilà, mon ex me courait toujours après, et voilà, lors d'un retour de voyage aux Philippines, il m'a envoyé un ultime message qui, je sais pas, m'a fait comme un électrochoc. Je me suis rendu compte que j'allais pas forcément vers les bonnes personnes sur Tinder. Je cherchais le mec plus jeune que moi, qui avait toujours des lunettes fluo sur les photos et qui était un fêtard, quoi, en fait. Alors je cherchais un père, moi, quelqu'un de solide pour m'accompagner dans ma vie et faire un enfant à cette époque-là. Et en fait, j'ai changé de braquet dans mes recherches sur Tinder et j'ai rencontré des types vraiment très différents de ce que je rencontrais avant. Et j'ai rencontré un garçon d'ailleurs avec qui ça a duré quelques semaines. Puis j'en avais d'autres encore en liste d'attente, hein, parce que voilà, ça marche un peu comme ça, hein, les applis de rencontre. Et voilà, c'était pas du tout les mêmes profils. C'était plutôt le quarantenaire qui avait des enfants ou pas, divorcé ou pas. Enfin, mais voilà, qui avait une certaine maturité d'expérience amoureuse ou de vie. Et puis je suis tombée sur Antoine et ça a été un vrai coup de cœur. Et j'avais un dernier super like, parce que sur Tinder il y a des super likes, et je me suis dit allez, j'envoie le dernier super like puis après j'arrête. Et j'ai attendu tout ce dimanche qui me répondent. Et t'as flashé sur la photo? Ah, j'ai flashé sur les photos, ouais. Ouais, sur les photos. C'était un truc assez incroyable.
Et le soir, il m'a répondu et j'étais comme une dingue. Et bon, le couperet des 3 enfants, je m'y préparais, hein, de rencontrer, quand tu cibles des garçons qui ont 40 ans, tu te prépares au fait qu'ils aient eu une vie avant. Et là, je me suis dit, waouh, ça part mal, mais c'est pas grave, j'ai un coup de cœur et j'y vais, puis on verra. On verra. Et bon, j'ai assez rapidement compris, hein, voilà, que ça allait être un frein dans notre histoire. À l'époque, tu étais aussi en parcours pour faire un enfant toute seule. Oui, moi j'étais en parcours de PMA à Barcelone. J'avais enclenché ça 1 an avant. Et j'avais démarré les examens pour me faire clairement inséminer à Barcelone, à peu près 2 mois après notre rencontre. Donc c'était un timing, c'était un peu le tout pour le tout en fait. Hein. J'avais lâché ce super like un peu en mode c'est le dernier et puis après je clôture mon compte. Et j'ai continué dans les premières semaines, les premiers mois où on se voyait, où on se découvrait. Je continuais mon parcours à faire les examens en France. Tu lui avais dit ça ? Il était au courant de ça ? Non, il était absolument pas au courant. Et toute la difficulté, c'était que, comme ça, le parcours, les examens ont duré les 2 premiers mois, on va dire, de notre rencontre. Ça s'est un peu chevauché, c'est-à-dire qu'il y a des examens qui se font. Il y a des accidents qui peuvent avoir lieu aussi dans les débuts d'une relation avec quelqu'un, sauf que moi j'étais à risque parce que je n'avais pas de contraception et puis il y a certains examens qui font que on devient un peu plus fertile dans cette période-là. Voilà, donc il y a eu quelques frayeurs où je me suis dit oulala, c'est vraiment pas le moment que ça arrive quoi, que on se connaît pas. Enfin, je veux dire, mais je commençais à sentir qu'en effet pour lui c'était un no-go. Il l'a dit direct, ça ? Ouais, il a été assez clair rapidement. En tout cas, moi, j'ai cherché aussi des réponses. Et on est malines, hein, les femmes, on teste un peu habilement. Enfin, c'était assez clair que pour lui, déjà 3, s'il avait eu le choix, il n'aurait peut-être pas fait ces choix-là, s'il avait une deuxième vie à faire, par exemple. Donc, non, c'était assez clair dès le départ. Il a été assez franc. Et à quel moment tu as décidé, du coup, d'arrêter toutes tes démarches sur Barcelone ? En fait, j'ai fait tous les examens. Mon dossier de santé était complet, en fait, à cette période-là. Évidemment, j'ai mis en stand-by. Je suis jamais allée à Barcelone, finalement. J'ai mis en stand-by. À cette époque-là, il est en stand-by, le projet. Il n'est pas arrêté. Et en fait, ça a été un tel choc, un tel bouleversement dans ma vie, dans ces projets, que j'ai fait le choix de me faire accompagner par une psy. Ça a quand même duré presque 2 ans. Les 2 premières années de notre histoire, en fait, parce que je savais pas quoi faire. Je me disais, mais en fait, je voulais chercher de l'aide pour savoir quel était le bon choix. Mais en fait, le bon choix, c'était le mien. Et cette personne et ce travail m'a beaucoup aidée à trouver, moi, en fait, les clés de mes choix. Et définir un choix qui, aujourd'hui, assumé, réfléchi, grâce à cette aide qui a été hyper précieuse. Et aussi de mes amis qui m'ont vue pour la première fois amoureuse, mais surtout heureuse. Et c'était aussi le risque d'arrêter cette histoire alors que j'avais vraiment le sentiment de rencontrer quelqu'un qui était différent de toutes mes rencontres, et Dieu sait si j'en ai eu. Et en même temps, le choix d'être mère célibataire. Mais en fait, la clé, c'était qu'est-ce qui me rend heureuse et qu'est-ce qui est le meilleur choix dans sa vie. Et finalement, tout ça m'a permis d'aboutir au fait que ok, j'aurais pas d'enfant, mais j'avais envie d'avoir une vie où je serais heureuse. Et heureuse, c'est à ses côtés. Voilà. Et Marion, est-ce que ça résonne pour toi, ce sentiment, en fait, à un moment donné, de se dire, c'est plus fort, moi, je suis attirée par d'autres personnes, j'ai envie de vivre l'amour. Puis, je pense que aussi, c'est une question d'âge. À 23 ans, quand on est très amoureux, on a quand même envie de découvrir aussi le monde et de s'écouter. Est-ce que c'est quelque chose qui résonne en toi, le fait de s'écouter vraiment et de se poser les questions? Ça a été facile pour toi, parce que par rapport à ton tempérament, ce que tu avais l'air de dire, ou quand même ça a été un peu délicat de toi à toi, dans ton chemin interne, pas le fait d'en parler, mais d'assumer ça avec soi-même, en fait? Ouais, oui, ça résonne carrément. Et du coup, pour faire le parallèle avec ce que tu disais, Claire, au tout début, en fait... voilà, on est conditionné quand même. On est conditionné pour aimer de telle manière, pour
conduire notre vie de telle manière, donc se mettre en couple, possiblement avoir des enfants, un travail stable, enfin, etc. Donc il y a quand même une norme qui pèse fort, que ce soit sur les questions de maternité ou sur les questions de vie de couple, quoi. Et du coup, évidemment, du coup, dans la question, sur le polyamour, ça a été la même chose pour moi. C'est-à-dire qu'autant ça a été assez facile d'en parler à mon amoureux, autant pouvoir l'assumer socialement, le vivre sereinement, tranquillement, sans être jugé, sans être brimé, sans être regardé comme un objet de curiosité, ça a été compliqué. Donc c'est quand même un chemin pas évident. Pour moi, ça a été assez facile d'écouter mes ressentis et de les assumer auprès de mon amoureux. Mais après, c'est un chemin qui a été assez long pour pouvoir arriver à le vivre assez tranquillement, de manière libre et et pas invisible, quoi. Oui, ça et ouverte. Est-ce que par exemple, ta famille est au courant ou à quel moment ils ont été au courant, tes amis, qu'est-ce que tu as reçu en fait dès que tu leur as dit, si tu leur as annoncé la nouvelle? Ouais. Ça a été assez progressif au niveau des amis, c'est-à-dire que j'en ai parlé un petit peu au début à mes meilleures amies, plutôt filles à l'époque. Et puis petit à petit, comme ça a été de plus en plus assumé, puis il y a une forme de maturité, je veux dire aussi avec l'âge, les expériences. Donc petit à petit, on en parle de plus en plus. Là, aujourd'hui, à 36 ans, c'est clairement notre façon de vivre, qui est une façon de vivre atypique même au sein de notre entourage, mais c'est assumé totalement sur le plan amical. Et au niveau familial, moi, j'en ai parlé à mes parents pendant le confinement, le premier. Ça a été très bien reçu, bien accueilli. J'ai été soutenue. Après, ça reste un sujet. J'ai quand même du mal à. C'est pas très facile d'en parler très librement. Enfin, je suis toujours un petit peu gênée. Enfin, j'ai beau en avoir fait une grosse partie de mon travail et avoir un compte dédié à ces questions sur Instagram. Avec mes parents, il y a toujours une petite gêne. Ça parle aussi de mon intimité, forcément. Donc mais ça m'arrive des fois de dire à ma mère, maman, tu sais, ce week-end, je vais à tel endroit, je vais retrouver un autre amoureux. Ah, d'accord, ok. Mais c'est pas évident. Et est-ce que tu penses que c'est plus évident pour ton compagnon, lui qui est un homme, par rapport à toi qui est une femme, ou est-ce qu'il y a une différence? Pour l'assumer socialement, tu veux dire? Oui. Oui, clairement. Ouais. Après, lui, c'est pas forcément quelqu'un qui se montre, qui en parle beaucoup. Mais par contre, dans ce que j'ai pu observer ou entendre de témoignages de personnes, c'est clairement différent. C'est clairement différent, mais parce que au-delà même de la relation polyamoureuse, une personne identifiée en tant que telle, peut être qualifiée de personne dévergondée. Elle peut être méprisée, voire insultée parce que elle assume ses désirs, sa sexualité, voire sa polyamorie, sa relation non exclusive. Donc oui, en effet, il y a un vécu qui est différent pour les femmes. Les femmes qui témoignent leur histoire ont pu vivre ce genre de choses, alors que les hommes, il y a plutôt une forme d'admiration. Un homme cisgenre qui a plusieurs relations en même temps, ou qui trompe, voire qui est dans une relation mais qui va tromper. Socialement, c'est beaucoup plus admis déjà, voire valorisé, alors que pour une femme cisgenre ou identifiée en tant que femme, en tout cas, c'est beaucoup plus montré du doigt, voire elle est discriminée, elle est insultée. Clairement une différence, c'est évident. Marion, ton compagnon, il est polyamoureux aussi? Oui, il est polyamoureux. En tout cas, quand je lui ai parlé de ça, quand on était jeunes, dans une petite chambre d'étudiante à Lyon, lui, c'était pas un désir, c'était pas une envie qu'il avait d'aller explorer ailleurs, mais il m'a dit, vas-y, moi, ça me parle carrément sur un plan philosophique, quoi, un peu. Il m'a dit, ça me parle de s'ouvrir, de sortir de cette norme. Mais c'était pas un désir. Et puis, petit à petit, il a aussi expérimenté, fait son petit bonhomme de chemin. Et aujourd'hui, il se considère polyamoureux puisqu'il ressent
de l'amour pour plusieurs personnes et il a plusieurs relations amoureuses en même temps. Et la question que j'avais posée la dernière fois en off, mais que je vais reposer, parce que comme moi je découvrais un peu, parce que je suis pas non plus complètement calée, et que il y a quand même pas mal de choses dans le polyamour, comme tu l'as très justement expliqué. Vous, dans votre relation, vous connaissez pas forcément les personnes avec qui vous avez d'autres relations? Si, ça, pas toujours, mais ça, si, la plupart du temps. En plus, moi, je viens en milieu rural, donc voilà, c'est pas du tout anonyme. donc, on se croise beaucoup les uns les autres soit sur des événements, des lieux de rencontres. Donc, non, on a plutôt tendance déjà à connaître ça. Nous, en tout cas, on a le souhait de pas avoir d'autres relations dans notre cercle amical ou un cercle trop proche. Mais par contre, dans un cercle plus large de connaissances, c'est arrivé plusieurs fois qu'on connaisse du coup déjà les partenaires des uns des autres, enfin de l'un et de l'autre. Et après, ouais, c'est arrivé même qu'on se rencontre volontairement pour davantage se connaître. En fait, c'est une personne qui fait partie de la vie des personnes qui font partie de la vie de mon amoureux. Je peux avoir envie de les connaître, de les rencontrer. Après, c'est un chemin, je veux dire, ça se fait pas en 2 jours parce que nous, ça a été très progressif. Mais voilà, des gens que je rencontre qui me témoignent de leur histoire, qui peuvent s'ouvrir, qui s'ouvrent un peu, voilà, après une longue histoire exclusive, voilà, ça peut mettre du temps avant de se sentir à l'aise, de pas se comparer. Enfin voilà, il peut y avoir parfois de la jalousie, de l'insécurité, donc rencontrer les autres partenaires, ça peut être très effrayant. C'est ça que moi je voulais te demander, parce que pareil, je connais pas trop. Est-ce que vous avez une espèce de, c'est un grossier mot, mais une espèce de charte, tu vois, à respecter? Est-ce qu'il y a des choses que, par exemple, vous gardez pour votre couple à vous, et vous vous dites, ça, par contre, c'est quelque chose qu'on partage que entre nous, et peut-être qu'on partagera pas ailleurs. Est-ce qu'il y a des espèces de limites comme ça qui sont fixées? Oui, il y a des limites, il y a des ententes. En réalité, je crois qu'un peu dans chaque relation, il y a ça, mais souvent de manière très implicite. C'est souvent un peu le problème dans la norme monogame, c'est que ça va un peu de soi, du coup, d'être exclusif et exclusive. Et on pose pas, en fait, nos besoins, nos limites. Mais quand on ouvre un dialogue, je crois que quel que soit le schéma, polyamoureux ou pas, c'est toujours hyper important de poser, en fait, qu'est-ce qui est OK, qu'est-ce qui est pas OK, voilà. Et en effet, dans le schéma polyamoureux, nous, en tout cas, on l'a fait, assez tôt, de se dire, c'est quoi tes limites, c'est quoi. Après, c'est des choses qui peuvent comme dans tous les couples, c'est des limites que tu poses, et puis après, qui peuvent aussi évoluer avec le temps et avec la maturité. Exactement, ouais. C'est ce que j'allais dire, tu vois, au début, on était dans une ouverture à des aventures sexuelles, parce qu'on avait très peur de tomber amoureuse de quelqu'un d'autre et de mettre en péril notre couple. Et puis, petit à petit, ça a évolué vers des relations polyamoureuses. Et là, du coup, les règles, les ententes, elles bougent. Au début, on était dans quelque chose de très hiérarchique aussi, où du coup, on priorisait coûte que coûte notre couple. Puis beaucoup moins. Voilà, ça n'empêche qu'on a une relation, de 17 ans. Enfin, aujourd'hui, moi, c'est ma famille, quoi. Hein. Donc, je considère que c'est ma famille. Donc forcément, oui, quand je rencontre quelqu'un, je lui accorde de la considération, du temps de manière très libre. On se dit pas avec mon compagnon forcément qu'on se voit tant de temps dans la semaine, les week-ends c'est pour nous, la semaine c'est pour les autres. Non, on fonctionne pas du tout comme ça. Aujourd'hui en tout cas. Mais par contre, voilà, ça reste une relation pour moi qui aujourd'hui, je vis avec lui, c'est une relation très longue. Donc il y a une forme, pas de priorité, parce que j'aime pas le dire comme ça peut être mal compris, mais c'est quelqu'un que je porte dans mon cœur, comme je dis, c'est ma famille, donc je bouscule pas forcément tout. Une autre relation qui arriverait dans ma vie, je peux me mettre en 4, mais quelqu'un qui me dirait, moi je vais vivre avec toi, voilà, j'y réfléchis à 2 fois, parce que même si j'en ai envie, parce qu'aujourd'hui, le compagnon avec lequel je vis, voilà, il a une place très centrale dans ma vie. Je trouve ça hyper honnête, en fait. Je trouve ça très plus que des relations ou de couples
où finalement il va avoir de la tromperie et puis ça va être non dit et du coup je trouve que ça transpire l'amour en fait, j'ai l'impression. Enfin, j'ai l'impression. Ça paraît plus sain. Oui, ça paraît beaucoup plus sain. Alors qu'au premier abord, quand on parle de polyamour, on est toujours là, ah là là, enfin, je stéréotype, hein, la société en général, on ne l'écoute pas trop, mais quand on se pose vraiment, c'est très sain. Et je rebondis du coup parce que j'aime bien faire le parallèle de vos deux histoires qui n'ont pas forcément des choses en commun, mais quand même parce que c'est de l'amour. Et je trouve que ton compagnon, il a eu l'honnêteté aussi de dire, de mettre ses limites tout de suite et de dire voilà, c'est comme ça. Ouais. Et du coup, ça part sur des bases solides. C'est pas, je vais pas te faire croire que peut-être je vais faire un enfant ou pas, ou on verra. Et du coup, ça fait gagner du temps dans un sens. C'est très violent parce qu'on sent que la discussion va être possible, mais il y aura pas de compromis, en tout cas de son côté à lui. C'est un choc aussi. Mais oui, en effet, c'est très honnête. Et puis, il a toujours campé sur ses positions. Et en fait, ce qui était difficile, c'est qu'on pense dans la société que quand on aime, on peut faire des sacrifices, entre guillemets. Et le premier sacrifice, finalement, c'était lui, c'est-à-dire déroger à ses envies. Il n'avait pas envie d'avoir d'enfants. Et ce que m'a beaucoup aidé la psy à comprendre, c'est qu'il a le droit, en fait, de dire « Moi, j'en ai déjà eu 3. Oui. Et j'ai plus envie d'avoir d'autres enfants. » Et moi, j'étais plus, à l'époque, et c'est là où ça m'a beaucoup aidé, c'est que je me disais « Mais s'il m'aime, il pourrait quand même accepter de faire un enfant, quoi. » Bah non, en fait, il a juste le droit de dire « Bah non. » Et si, aujourd'hui, en fait, je réalise que s'il avait accepté, au final, j'aurais fait un retour arrière parce qu'il serait pas resté. Donc, il l'aurait fait. Je veux dire, faire un enfant, c'est pas si compliqué. Non, le faire, mais après... Le faire. Oui, je veux dire, on voit tous comment ça fonctionne, quoi. Je veux dire, c'est pas compliqué. Par contre, rester, assumer... et je pense sincèrement qu'il aurait... À un moment donné, il était peut-être à 2 doigts de le faire, mais en fait, je me disais... Enfin, j'ai compris à ce moment-là, parce qu'on s'est séparés plusieurs fois dans les 2 premières années. À cause de ça? À cause de ça, oui. C'est que moi, à un moment donné, j'ai dit, je le prenais mal, en fait. Je me disais, mais il m'aime pas. Enfin, je veux dire, il m'aime pas, quoi. Il veut pas lâcher sur ce truc-là, qui est pas non plus le petit détail de la vie, quoi. Et en fait, non, j'ai réalisé que c'était intrinsèque, quoi. C'était vraiment, c'était pas une envie qu'il avait, et qu'en effet, s'il le faisait, c'était pour moi. Mais on fait un enfant parce qu'on en a envie, pas par amour, pour faire plaisir à quelqu'un. Et je me suis rendu compte qu'en fait, je serais repartie au début. C'est-à-dire que oui, j'aurais eu un enfant, j'aurais évité la PMA à Barcelone, mais enfin, je me serais retrouvée toute seule avec mon gosse, quoi. Il serait pas resté. Et puis avec un chagrin d'amour assez Et avec intense. Un gros chagrin d'amour, une grosse déception. Une très grosse déception. Et ça, c'est des choses que j'assume complètement, mais je rejoins Marion dans son discours, c'est qu'en fait, au niveau de la famille, au niveau des amis, ça n'a pas été compliqué. En fait, ils avaient juste peur que ce soit un regret un jour. Eh oui. Mais on va dire qu'il c'était compensé par le fait de me voir heureuse. J'ai pas ma famille à Paris, donc eux, ils me voyaient pas tous les jours, etc. Et côté de la famille, et surtout de mes parents, surtout de ma mère, qui m'avait, elle, construite dans un autre schéma. Et oui, et puis, c'est ça. C'est en fait la peur de décevoir quand on prend un chemin qui est un peu différent de celui dans lequel nos parents nous ont projetés. Et c'est difficile parce que même encore aujourd'hui, même mariée depuis peu, il y a toujours un peu cette petite pique, quoi. Alors il y a la déception de ne pas être grand-mère, mais au-delà de ça, c'est j'ai peur que tu le regrettes un jour. Tu te rends compte, tu n'auras pas d'enfant, c'est quand même dommage de pas vivre ça. Oui, donc ta maman est encore dans ce truc. Il y a encore ce regret, même si elle adore mon mari aujourd'hui et qu'elle est très heureuse pour moi, mais il y a toujours ce petit truc où c'est une maman aussi, quoi. Donc elle a peut-être peur à un moment donné que ça se termine et que je me dise mon Dieu, je suis passée à côté de quelque chose. Voilà, mais il y a cette peur un peu de décevoir. Ça fait peur quand on n'est pas dans les cases que la société nous dicte dans un sens, quoi. À la fois le polyamour, à la fois les enfants. Exactement, il y a des parallèles dans nos 2 histoires, même si en effet c'est 2 chemins complètement différents. Mais il y a un chemin dans nos 2 histoires, en fait. Il y a vachement de boulot. Enfin, moi, de mon côté, j'ai eu 2 années entre waouh, qu'est-ce que c'est chouette d'être amoureuse, d'être bien dans son couple, d'avoir trouvé un équilibre et une relation saine, passionnelle mais raisonnable, quelqu'un qui correspond en tout point à ce qu'on recherche. Et puis ce côté où on se dit ouais, mais il y a un truc qui me manque dans l'histoire et voilà, et encore une fois je le répète, mais ce qui est important pour les personnes qui nous écoutent,
c'est à un moment donné, on n'a qu'une vie. Bon, sauf à ce que les gens pensent qu'il y a la réincarnation, etc. C'est la réincarnation. Voilà, faut quand même partir dans le doute, on va partir du principe qu'on en a qu'une. Mais au final, ce qui va compter dans cette fin de vie, si on n'a pas Alzheimer et qu'on se souvient de sa vie, c'est de se dire, waouh, qu'est-ce que j'ai été heureuse, quoi. Et peu importe le chemin, en fait. Après, tu t'aperçois aussi que t'es heureuse le fait de cette rencontre, parce que en fait, à la base, ton bonheur, il partait ailleurs, il partait dans le fait de faire un enfant. Exactement. Et là, tac, tu bifurques là-dessus, et c'est là où tu te dis, ah, mais en fait, mon bonheur à moi, c'est ça, c'est pas l'enfant. Bah non. Non, alors après, pour être très honnête, parfois, je me dis, et si tout ça s'effondre, mais c'est des questions que je m'étais posées déjà avant, c'est se dire, est-ce que j'aurais pas à un moment donné un regret de dire, bon, je sais pas, par exemple, on divorce. C'est de me dire, mince, finalement, et en fait, non, je me suis toujours dit, si tu fais ce choix-là, c'est pour ne jamais le regretter. Et donc, je suis quelqu'un de très... je réfléchis beaucoup. Encore une fois, je me suis fait accompagner, j'avais besoin de ça. Et en fait, non, j'espère qu'on n'en parlera jamais de ça, parce que ça voudrait dire que sinon c'est arrivé. Mais je suis intimement persuadée que je ne le regretterai pas, ce choix, parce qu'en fait, j'ai tourné les choses dans tellement de sens que je sais pourquoi j'ai fait ce choix-là, et que de toute façon, j'aurais pas été plus heureuse dans le schéma que j'avais envisagé juste avant. Parce que mine de rien, c'est quand même un gros projet d'avoir un enfant seul, de l'élever seul, même si ça veut pas dire que j'aurais fini ma vie seule. J'aurais pu rencontrer quelqu'un tout en ayant un enfant de 1, 2, 3 ans et continuer cette vie avec quelqu'un dans ma vie. Mais voilà, c'est pas un chemin qui était non plus le plus facile. Ben oui, j'imagine. Et Marion, toi, la maternité ou faire un enfant en étant polyamoureuse ou en relation polyamoureuse, c'est quelque chose que... Enfin, t'es pas maman de toute façon pour le moment, c'est quelque chose que tu... Non, je suis pas maman et c'est une question... je t'écoutais attentivement, Claire, il y a plein de choses qui résonnaient. Et non, je suis pas maman, j'ai eu le souhait à un moment donné et puis ça n'a pas marché comme on voulait. Et puis voilà, je trouve que c'est une question qui est hyper difficile, moi qui m'a beaucoup torturé quand même l'esprit, d'avoir envie d'être maman dans ce monde, si oui, comment, ça a été compliqué de répondre à cette question. Maintenant, je suis apaisée là-dessus et j'ai plutôt acté que j'avais pas envie. J'en avais pas envie. Mais la question du polyamour là-dedans, elle se pose parce qu'évidemment, quand on entretient plusieurs relations amoureuses intenses qui prennent de la place dans notre vie, avoir un enfant, on sait à quel point ça prend de la place. Donc ça en laisse beaucoup moins pour le reste, au moins pendant les premières années en tout cas. En tout cas, quand on a le souhait de prendre en charge cet enfant, forcément, il y a des choses à réajuster, à réorganiser. Donc moi, je l'ai pas vécu concrètement, mais j'ai pu en avoir le désir à un moment où j'étais engagée dans une autre relation qui prenait pas mal de place. C'est sûr que j'en parlais à cet autre amoureux et puis lui dire qu'il allait certainement avoir du changement, comment lui voyait les choses, comment il le vivait. C'était plein d'échanges et de discussions autour de ça. Donc ça s'est pas concrétisé dans mon cas, mais dans les personnes que j'accompagne ou qui me témoignent de leur histoire sur Insta, il y a tout un tas de schémas qui existent, des gens qui avaient déjà des enfants et qui sont ensuite dans des relations polyamoureuses et qui vivent ça, on va dire, de manière cachée, qui en parlent pas forcément à leurs enfants. Il y a des gens qui assument ça auprès de leurs enfants. Il y a même des gens qui rencontrent les amoureuses de leurs parents, avec qui ils peuvent partager même des temps. Quand on était petits, on avait tous beaucoup d'amoureux en même temps, donc ça doit peut-être pas les juger. Non, mais c'est vrai. C'est vrai que ça démarre comme ça. Ouais, ça démarre comme ça, en fait. Je suis désolée. Jusqu'à un certain âge, en tout cas, il y a un peu cette réponse. Oui, moi aussi j'ai plusieurs amoureuses. Et puis après, ça peut être un peu différent lors de l'adolescence. Il y a la norme qui déboule et qui fait que les enfants, les ados peuvent vivre ça de manière un peu plus compliquée. Ça dépend. Mais évidemment qu'avoir un enfant dans un schéma polyamoureux, c'est aussi particulier parce que, encore une fois, on sort du carcan classique. Donc,
ça demande de redoubler un peu de boulot, de travail sur soi et de travail relationnel pour essayer de faire en sorte que tout le monde puisse continuer à avoir sa place, du temps. Marion, ça me fait écho à quelque chose. En fait, dans la relation avec ce qui est aujourd'hui mon mari, on aurait pu considérer que son choix de ne pas avoir d'enfant, c'était égoïste. Finalement, moi, je me suis dit, le fait d'avoir un enfant seul, c'est aussi un choix égoïste. Et aujourd'hui, j'ai fait un choix égoïste. C'est que finalement, j'ai pris complètement le contre-pied de tout ça, où en fait, j'ai plus envie d'avoir d'enfants, mais vraiment, au-delà du fait que finalement, on en a 3 aujourd'hui, donc ça aurait été un 4e. Enfin, c'est une logistique, repartir dans les couches pour lui. Enfin bref, c'est un choix égoïste parce qu'en fait, j'adore cette vie où on a une garde partagée et du coup, on a une vie de famille avec des enfants. Et en fait, on a aussi plein de temps où on est en couple, c'est libre quoi. Enfin, et j'ai partagé ce point de vue avec beaucoup de mamans qui sont divorcées et qui revivent après le divorce parce qu'elles disent putain c'est génial, j'ai ma vie de maman, j'ai ma vie de célib. Et c'est vrai que c'est un choix égoïste de se dire que on est hyper content en fait d'être tous les deux. Je suis hyper contente d'être qu'avec lui, d'avoir une vie comme j'avais presque avant, mais encore avec du bonus, c'est-à-dire lui, et que quand ces enfants seront grands et partis, en fait on sera que tous les deux, et voilà. Voilà, c'était par rapport au fait que tu disais, évidemment cette vie, ces choix de vie que t'as eu, ça prend évidemment de la place. Accepter la vie que j'ai aujourd'hui avec mon mari, c'est accepter qu'il ait des enfants qui prennent de la place, et c'est des choix aussi à un moment donné de vouloir aussi égoïstement à un moment donné être avec son amoureux ou ses amoureux. Après, moi, je me demande pourquoi est-ce qu'on dit que c'est égoïste? Oui, mais l'égoïsme, c'est toutes les sauces. Oui, c'est ça. L'égoïsme, on peut le prendre dans tous les sens. Parce que en fait, quand tu dis, moi, j'ai fait un choix égoïste, c'est que je suis heureuse quand je suis seule avec mon amoureux. C'est pas égoïste, c'est que juste, t'es contente d'être seule. En fait, il y a rien d'égoïste là-dedans. Après, c'est la vie qui vous a offert une semaine sur 2, d'avoir du temps que à 2, et après d'avoir du temps à 5. Mais il y a rien d'égoïste là-dedans, de kiffer ce temps où vous êtes que tous les deux. Oui, c'est vrai. Mais c'est aussi provocateur de ma part. C'est un peu comme ça que je vends aussi mon histoire, parce que je suis quelqu'un d'assez provocateur dans la vie. Et j'aime bien couper un peu l'herbe sous le pied à des gens qui pourraient le dire. Donc je suis cash et je leur dis voilà, c'est égoïste de ma part. J'adore ma vie seule avec lui. Il y a les enfants, mais qu'est-ce qu'on est aussi bien quand on est tous les deux. Donc voilà, c'est aussi provocateur, mais tu as raison, le mot égoïste, il est fort et c'est peut-être pas, ça réellement. Dans tous les sens, parce que quand on veut pas d'enfants, on dit qu'on est égoïste. Quand on en a beaucoup, on dit c'est hyper égoïste. Et en fait, quand moi j'ai interviewé beaucoup de femmes sur la maternité et c'est toujours l'égoïsme qui revient, mais dans tout le panel de toutes les possibilités de toute la vie. Et donc, je trouve ça assez marrant. Je dis, on va arrêter de parler de l'égoïsme. C'est ça. Parce que même, je suppose, toi, Marion, qu'en polyamour, on te dit, mais c'est égoïste parce que t'as juste ton plaisir et l'autre machin et tout. Je pense que tu t'en manges aussi à toutes les sauces. Ouais, tout à fait. Et, ouais, carrément. Et c'est intéressant que tu aies rebondi parce que moi, je voulais rebondir aussi sur ce mot et qui, pour moi, comme tu dis, tu l'utilises de manière provoque, mais c'est vrai que ce mot égoïsme, pour moi, je l'utilise vraiment dans le fait que ce soit le contraire de l'altruisme. Pour moi, l'égoïsme, c'est quand on vient de manière plutôt volontaire, tu vois, écrasé, blessé, par ses actes, ses comportements, ses mots, etc. Pour moi, ce que tu décris là, ou moi, les choix que j'ai pu faire sur un plan amoureux, pour moi, c'est plutôt m'écouter et respecter mes besoins. Après, quand mes besoins, ils vont à l'encontre des besoins de l'autre ou de mes autres partenaires, en fait, c'est la vie, c'est-à-dire qu'on est des êtres différents et parfois ça colle pas. Moi, je me considère pas égoïste en fait quand j'ai des besoins différents de mon amoureux. Je me considérais égoïste si, en fait, je lui imposais mes choix sans prendre en considération ce que ça va lui faire vivre. Si je faisais volontairement des choses pour le blesser ou le faire mal dans cette histoire de polyamour. Mais oui, par contre, c'est clair que j'ai déjà eu ces remarques-là, comme quoi c'était égoïste, etc. Moi, je considère pas que c'est de l'égoïsme. En fait, j'écoute mes besoins, j'écoute mes désirs dans la mesure et le respect des personnes qui sont engagées avec lesquelles je m'engage affectivement. Mais voilà, moi, je différencie du coup écoute des besoins et égoïsme, quoi. Bien sûr. Et en plus, effectivement, plus t'écoutes tes besoins et plus t'es à l'écoute de toi et centré avec toi. En fait, au plus, du coup, t'es apte à faire le bonheur autour de toi aussi.
Bah ouais, ça j'en suis intimement persuadée dans ma manière de travailler, en tout cas dans l'accompagnement que je propose aux personnes qui viennent me voir, c'est parce qu'en fait si tu t'écoutes, si tu t'écoutes, si t'es capable de te respecter, tu vas être capable de poser tes limites et donc quand on s'écoute pas, finalement on se laisse intruser souvent par l'autre de plein de manières que ce soit et au bout d'un moment ça peut générer du repli, un sentiment d'injustice. Après, il y a plein de mécanismes de défense qui peuvent se mettre en route en fonction de qui on est, de notre personnalité, de notre histoire, etc. Mais c'est rarement très épanouissant pour soi et pour les personnes qui nous entourent que de ne pas s'écouter, c'est clair. Et est-ce que tu penses, là ça fait que 2 ans que tu es justement thérapeute, mais ça fait longtemps que tu es polyamoureuse ou en relation polyamoureuse, désolée si je fais l'erreur, est-ce que tu trouves que c'est des relations qui évoluent avec le temps, qu'il y en a de plus en plus, que la parole s'ouvre un peu plus? Est-ce que tu as vu une évolution ou pas? Oui, clairement, il y a une grosse évolution. Il y a une grosse évolution, en tout cas on en parle de plus en plus. Les générations plus jeunes, du coup, on voit bien qu'aujourd'hui, ça fait partie plus facilement des possibilités qu'elles s'offrent pour relationner. Aujourd'hui, il n'y a pas seulement la norme exclusive, il y a ça aussi qui existe. Et donc ça, on sent que ça bouge et dans les nouvelles générations et pour les générations plus vieilles, entre guillemets. La parole se libère, on s'autorise davantage, on essaye, on tâtonne. Ça a toujours existé en réalité, mais l'évolution pour moi elle est là, c'est qu'on en parle davantage, qu'il y a on légitime davantage les gens qui essayent de vivre là-dedans. Ça reste pas simple, c'est pas encore le paradis des polyamoureux et polyamoureuses, mais ça bouge, c'est sûr que ça bouge. Mais du coup, ta clientèle, t'as l'impression que t'as un peu tous les âges ou que genre t'as la génération 80 aussi qui se dit non mais c'est vrai, parce que les gens de 20 ans, c'est vrai qu'on a l'impression qu'ils sont beaucoup plus ouverts à ça, qu'ils n'ont pas les carcans que nous on a. Est-ce que du coup tu sens que t'as tous les âges? J'ai pu avoir tous les âges, ouais, oui. Après, clairement, ça se concentre sur 25-35. Allez, 20, si j'élargis un peu... 23-40 si je prends un panel un peu plus large. Après, ça m'est arrivé d'avoir des personnes plutôt de 50, 55 ans, voire 60 ans. Mais c'est plus minoritaire. Après, dans mon cas, il y a des thérapeutes peut-être qui ont... Et c'est souvent des femmes qui viennent te voir ou il y a des hommes aussi? Non, il y a des hommes aussi, ouais. Au tout début, c'était très féminin. Et non, maintenant, aujourd'hui, il y a aussi des hommes qui viennent me voir spontanément. Il y a des hommes aussi qui viennent parce que dans les relations hétéros en particulier, ce que j'observe, c'est la femme la compagne qui propose à son compagnon une thérapie de couple et où du coup l'homme vient par ce biais-là. Il y a des hommes seuls aussi qui viennent demander du soutien psychologique. C'est hyper intéressant. D'ailleurs, on mettra à la fin de l'émission, sur la description de l'épisode, on mettra ton Instagram et puis comme ça, s'il y a des... Bien sûr, tes coordonnées pour les gens qui aimeraient parler et être suivis. Du coup, toi, Claire, t'as l'impression aussi que le fait de pas avoir d'enfants et d'être dans une relation où t'es belle-mère comme ça, pareil, c'est quelque chose qui est de plus en plus courant, qu'on te fait moins de remarques au niveau de la société, que ça passe mieux. Il y a un côté, en fait, il y a plutôt des ressentis positifs, je trouve. Alors déjà, pour ceux qui sont parents, surtout les mamans, elles sont admiratives, parce que ce qu'elles disent, c'est que avoir ses propres enfants, déjà, c'est pas une chose facile. Alors, belle-mère, pour elle, c'est waouh, mais quel courage tu as. Donc, il y a une certaine admiration. Donc, ça, c'est assez chouette. Après, dans mes copines, j'en ai quelques-unes qui sont dans le même schéma que moi. Qui n'ont pas d'enfants. Oui, pas d'enfants, mais qui n'en voulaient pas. Donc, c'est le même schéma, mais avec un mood intérieur un peu différent du mien. Il y a celles aussi qui recomposent des familles avec des enfants de leur côté, etc. Donc, c'est plutôt... Il y a plutôt des regards bienveillants.
admiratif. Et puis tout le monde n'est pas forcément au courant que je voulais des enfants. C'est pas quelque chose que je confie avec tous les gens avec qui je parle. Mais parfois il peut y avoir des questions du style mais du coup tu viens de te marier, vous allez avoir des enfants. Alors je leur dis bah non. Donc il y a un petit temps d'arrêt. Et puis les gens sont quand même assez respectueux de l'intimité. Alors, il y a des gens qui disent ah bon mais t'en veux pas, mais c'est plutôt rare. Les gens quand même, enfin voilà, un certain respect. Puis c'est une question un peu délicate. Pour les gens qui savent mon âge, ils vont pas, 43 ans, je peux essayer d'en avoir et ça marche pas. Enfin, voilà. Donc c'est plutôt positif dans l'ensemble, je trouve. Les familles recomposées, ça date maintenant. Mes parents divorcent pour nous, les flammes des années 80. Ça a quand même été un film phare et à l'époque, c'est vrai qu'on a très peu de copains qui avaient des parents divorcés. C'était tout neuf. Maintenant, ça l'est plus. Donc les familles recomposées, on connaît. Mais c'est vrai que sur mon cas particulier, c'est plutôt... Ah ouais, moi j'entendais plus le fait d'être en couple et de pas avoir d'enfants, parce que c'est vrai qu'on a eu des femmes qui sentaient que au niveau sociétal, le fait d'être en couple et de pas en avoir, alors elles, c'est soit parce qu'elles pouvaient pas, ou d'autres femmes qui ne voulaient pas. Mais du coup, ça épate toujours un peu. Les gens sont toujours un peu étonnés. Ouais, il y a un effet de surprise, mais en fait, quand c'est hyper assumé, réfléchi, comme c'est mon cas, il n'y a pas forcément de... Il n'y a pas de débat. Mais je rebondis, je pense que tu as raison, parce que c'est vrai que quand on a une petite faille à l'intérieur, moi je sais que quand j'étais en grand questionnement et que c'était... Parce que moi j'ai toujours pas d'enfant, mais à l'époque, vers 35-38, ça m'a vachement travaillé et j'étais célibataire. Je pense que tous les gens, même la boulangère, elle allait me demander si j'allais avoir un enfant. Mais c'est vrai, hein. Et en fait, ça me faisait hyper mal, mais tout le temps. Et du coup, c'est là que j'ai commencé à vouloir interviewer des femmes pour comprendre qu'est-ce que c'était cette putain de maternité et pourquoi et d'où ça venait et pourquoi, en fait, pourquoi on n'arrêtait pas de me dire ça. Et maintenant que je suis guérie, j'ai pas d'enfant et je sais pas si j'en aurai un jour ou pas, on me pose beaucoup moins la question. Mais c'est vrai que c'est marrant, dès que tu assumes quelque chose, mais pour tout, hein, j'ai l'impression... Non, t'es pas d'accord, toi qui es thérapeute, fais-nous un petit... Non, mais t'as une façon de dire, non, j'en ai pas, tu vois. T'as une façon affirmative et t'as une façon un peu faille qui doit se ressentir. Oui, mais même quand tu sens que t'as mis ton mur, en fait, non, T'es d'accord, Marion, ou pas? Aide-nous. Ouais, complètement, complètement. Mais même, sans parler dans ton thérapeute, tu vois, moi, je vois bien, quand quand t'assumes ça, même sans avoir besoin de crier au effort, tu vois, il y a un truc un peu dans ta posture, en fait, qui dégage un genre de champ magnétique, un peu de protection autour, et qui fait que, tu te laisses moins intruser, et que, pour moi, il y a un truc un peu énergétique là-dedans aussi. Alors voilà, ça parle ou pas, hein, mais complètement. Il y a une forme de petite bulle qui se crée, et du coup, à la fois, on se laisse moins intruser par les remarques, on laisse plus glisser, et puis en même temps, les gens se permettent moins. Ouais, complètement. Ça, c'est évident. Alors après, c'est pas facile, hein, parce que ça peut un peu mettre une forme de pression aussi, des fois, pour des personnes qui seront en galère là-dessus, en disant ouais, mais qui auraient envie d'atteindre ce truc-là, mais c'est pas facile, quoi. Et puis il y a aussi des personnes qui, malgré le fait qu'on assume, il y a aussi des personnes qui arrivent à nous intruser, à nous blesser quand même, et ah oui, c'est sûr. À venir nous enquiquiner. Non, mais je le dis aussi parce que je trouve que des fois, c'est pas qu'une affaire de confiance en soi. En fait, il y a aussi des vrais gens pas cool et pas sympas et qui, dans tous les cas, pourront nous blesser et nous mettre en difficulté. Mais ouais, en tout cas, je suis clairement d'accord avec toi que... Mais c'est un vrai c'est un vrai chemin, ça met du temps, en fait. Le temps de se poser la question, de comprendre, de savoir, d'analyser ça met... c'est long. Le chemin autour de la confiance en soi, de l'estime de soi, de l'apaisement par rapport au regard de l'autre, par rapport au jugement de la société. Enfin, voilà, ça se fait pas en un claquement de doigts. On vit dans une société avec des injonctions complètement contradictoires, soit autonomes, mais en même temps complètement dépendants affectifs, soit... on nous baigne sans arrêt d'infos contradictoires, quoi. Donc il faut être quelqu'un de très indépendante, avoir une carrière incroyable, et puis en même temps il faut être, si on veut être parent, il faut être un parent dévoué, tout donner à son enfant. Sinon, en fait, on est juste dans des trucs qui sont intenables, en fait, en réalité. Donc voilà, ça prend du temps, hein, de se dégager de ça et d'arriver à faire son petit bonhomme de chemin de son côté. Et puis surtout, en s'écoutant, qu'est-ce qui résonne le plus avec nous, et ça, c'est ce qui prend le plus de temps. Ah ouais. Mais vous avez vachement bien réussi quand même. Ouais.
Oui, mais c'est vrai que ça prend beaucoup de temps, en fait. Il y a des moments, tu as envie d'avoir une révélation en te levant le matin en disant, OK, c'est ça que je veux. Ouais. Et cette période, en effet, de torture mentale où tu as envie d'aller dans... Un peu comme, je sais plus où on disait, là, il y avait un bonhomme qui disait, vas-y, fais ça. Et l'autre, il dit, non, on le fait pas, voilà. Il y a un moment où tu as envie d'avoir une révélation un matin, tu te regardes et tu fais, c'est ça que je veux. Et en fait, non, ça demande... du travail, mais une fois que ce travail est fait, et c'est ça aussi le message positif, tu t'es rencontré, tu t'es trouvé, tu traces un peu aussi un chemin de vie. Dans mon histoire, en tout cas, c'est vraiment ça, quoi. C'est que ce que j'ai construit, j'ai l'impression que c'est pour le reste de ma vie jusqu'à les pattes, quoi. Et donc ça veut dire que c'est un boulot certes de 2 ans, mais ça y est, ça roule, quoi. Et c'est aussi une rencontre avec soi-même. C'est casser des schémas, c'est comprendre pourquoi, d'où ça vient, qu'est-ce que je veux vraiment. Et c'est des périodes quand même qui sont dures, mais qui sont assez chouettes au final. C'est un peu des cadeaux, en fait, qu'on se fait à ce moment-là. Ouais. C'est comme des périodes, à un moment donné, on se retrouve sans boulot et on se retrouve face à soi-même. Ouais. Et ben, c'est souvent de là qu'on sort, en fait, c'est ça que j'ai envie de faire. Et voilà, c'est souvent face au néant ou face à un grand questionnement, on mène un travail qui nous amène à des choses qui peuvent être très solides. Donc, faut pas avoir peur de mener ces travaux-là. Je sais pas ce que t'en penses, Marion. Ouais, je voulais te remercier de dire tout ça parce que ouais, je trouve que comme tu dis, c'est un chemin qui peut être laborieux et moi, je partage vraiment, je pense dans ton témoignage autour de la maternité, moi, comme j'ai dit tout à l'heure, ça a vraiment été un peu un chemin de croix à un moment donné, quoi. Ça a été la question la plus dure que je me suis posée dans ma vie, je crois. En même temps, je crois que c'est une des questions quand même la plus dure à répondre, quoi. Ouais. C'est irréversible, quoi. C'est irréversible si on fait ce choix-là d'avoir un enfant, et puis c'est irréversible à un moment donné biologiquement si on en veut. Mais bref, et tout ça pour dire que, mais oui, c'est un chemin qui peut être difficile, mais qui permet d'accéder à soi, à l'intérieur de nos besoins, de nos désirs profonds. Et même si tout ça est en mouvement, en fait, ce travail il permet à un moment donné de répondre à des questions auxquelles il faut qu'on réponde pour continuer à avancer, à trouver du sens aussi dans notre existence. Et une fois qu'on a pu poser un peu la réponse à notre question, on respire et puis on peut continuer à avancer. Puis bon, il y aura d'autres questions, mais moi, j'encourage toutes les personnes à pouvoir un peu faire ce chemin d'exploration d'elles-mêmes. Alors, c'est pas facile, parce que selon aussi notre situation économique, sociale, financière, etc., on n'a pas toujours l'espace mental aussi pour se poser toutes ces questions-là. Je veux dire, quand on galère à remplir son frigo, c'est bien beau. Je dis aussi parce que voilà. Non mais t'as raison. Ça demande du temps et de l'espace mental. Et puis parfois ça peut être bien de se faire accompagner, mais quand on n'a pas les moyens et tout ça, donc c'est aussi chouette que ce genre de podcast existe aussi parce que mine de rien c'est du contenu en fait pour moi qui peut être précieux, de témoignages, parce que c'est une manière aussi parfois d'aller un peu à la rencontre de soi-même, même si on n'a pas forcément les moyens ou l'espace pour se faire accompagner, pour aller voir un thérapeute, un psychologue, etc. T'as raison, Marion, de parler de ça, parce que c'est vrai que ça a aussi un coût. Pour moi qui habite à Paris et qui voulais voir quelqu'un qu'on m'avait recommandé, etc. Mais il faut pas hésiter aussi à se documenter, que ce soit je pense sur ton sujet ou le mien. J'avais aussi trouvé des articles qui m'avaient pas mal aidé. Aujourd'hui, il y a les podcasts qui existent. On a quand même la chance d'avoir un panel de sources d'informations qui est super riche. Évidemment que la carte psy, c'est un plus, mais il y a beaucoup d'autres choses, moi, qui m'ont aidé. Et surtout, ce que je voudrais dire, c'est que... Tu peux nous dire quelques trucs qui t'ont aidé Ouais, alors j'étais tombée sur des articles... sur des choix de femmes qui à un moment donné disaient moi je veux pas d'enfants, j'avais aussi des craintes sur le côté belle-mère, j'avais trouvé beaucoup de, mais c'est vraiment sur internet donc j'ai pas forcément de référence. En tout cas le message que je veux passer aussi c'est que on a la facilité de parler avec nos amis. Moi, je me suis rendu compte qu'à un moment donné, ils ont leurs limites. Parce que déjà, ils n'ont pas l'objectivité. Puis à un moment donné, c'est un sujet qui les dépasse parce que, s'ils l'ont pas vécu... Puis ils ont toujours leur prisme à eux de la situation, en fait. Exactement. Et puis, ils sont pas objectifs du tout, quoi. Et puis, c'est fatigant, en fait. Parce que le chemin, encore une fois, s'il a pris 2 ans, ça veut dire 2 ans. On sent qu'au bout d'un moment, on va aux limites des liens amicaux. Et c'est vrai que mener un peu sa barque seule et de temps en temps faire des points avec les amis, c'est bien. Mais c'est vrai qu'il faut les soulager un peu et faire un peu son chemin seul. Et de toute façon, c'est un chemin
où les amis ils sont là en soutien pour plein de choses, mais ils nous aideront pas en fait à trouver la réponse, quoi. Donc faut pas hésiter à s'entourer de toutes les sources possibles. Si vous avez la chance de pouvoir investir, parce que moi j'appelle ça vraiment investir dans une thérapie, ça sera de toute façon si faites-vous recommander par des gens qui ont des gens qui ont été suivis par cette personne, etc. Allez vers recommandation, mais dites-vous que c'est pas de l'argent foutu en l'air. Moi, j'y allais une fois tous les 15 jours parce qu'une fois par semaine, c'était trop par rapport à mon budget. Mais du coup, est-ce qu'on peut dire que grâce à l'amour, vous vous êtes rencontrés en vous respectant par l'amour de l'autre et de vous, vous êtes finalement rencontrés? Vous-même. Ah bah complètement. En tout cas, c'est sereine que j'avance dans ma vie amoureuse et pas que, parce que quand on est bien aussi dans son couple, on est bien sur tout le reste. Ça s'est vu à notre mariage d'ailleurs, parce que on sent qu'on a construit autour de nous quelque chose de super beau et qu'on a embarqué les gens dans ce bonheur, et on rend aussi heureux notre entourage. Ça se voit. Enfin, c'est communicatif. Donc voilà, c'est important, et je souhaite à tout le monde de pouvoir arriver à ce cheminement et trouver la clé, quel que soit son sujet, de trouver sa clé, parce que ça ouvre de magnifiques portes. Ah c'est très beau. C'est très joli. Très joli mot de fin. Marion, tu veux dire quelque chose pour terminer? Oui, Jacques, oui, je crois que l'amour, moi, m'a ouvert des portes insoupçonnées quand j'ai commencé ma vie amoureuse. L'amour de l'autre, la curiosité de l'autre m'a donné l'élan d'explorer une autre manière de vivre ma vie amoureuse que la norme exclusive. Et c'est un chemin aussi d'amour de soi, évidemment, parce que c'est se choisir soi, en fait, c'est écouter ses besoins, écouter ses désirs. Encore une fois, pour moi, en ayant une éthique relationnelle, l'idée c'est pas de blesser, d'écraser, de faire ce qu'on veut sans faire attention aux autres. Mais ouais, c'est un chemin d'écoute de soi, d'amour de soi et d'amour des autres. Et moi, je regrette absolument pas le choix que j'ai fait. C'était, je pense, le meilleur choix que j'ai fait d'ailleurs, parce que je sens que je suis à ma place. Et même si des fois c'est difficile et que c'est pas toujours confortable de naviguer dans le polyamour dans notre société encore très normée, et parce que tout le monde aussi c'est pas facile de rencontrer d'autres polyamoureux et polyamoureuses, donc il y a beaucoup de relations un peu bancales qu'on essaye de faire tenir ensemble avec des personnes plutôt monogames, et donc c'est pas toujours facile, mais en tout cas c'est un beau chemin, parce que c'est un chemin d'amour de soi et des autres. Donc à partir de là, c'est ce dont on a besoin de manière primaire en tant qu'être humain, c'est d'être aimé et d'aimer. Voilà. Disons, c'était plein d'amour, ce podcast. Et on finit sur ces beaux mots. Merci Marion, merci Claire d'avoir été avec nous, d'avoir partagé ça avec nous. D'avoir partagé votre intimité avec nous, ça nous a fait vraiment merci. Merci pour votre invitation, et ravie de t'avoir rencontré, Marion. Ouais, de même, merci pour ce temps d'échange ensemble. Merci pour l'invitation, et merci Claire aussi pour ton partage qui a beaucoup résonné. Bon, et le tien aussi, ça me fait poser des questions. Bon, super, on est ravis de cette rencontre. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Flamme des années 80. Le podcast qui allume la femme.